j'ai voulu chercher des pierres avec une éthique, c'est-à-dire issues de mines équitables, où il y avait vraiment une attention réelle sur comment elles étaient extraites. On m'a regardé avec des grands yeux ronds, donc je me suis mise à chercher si ça existait finalement des pierres éthiques pour pouvoir travailler déjà personnellement et professionnellement avec, et puis pouvoir en proposer finalement toutes les personnes qui peuvent être intéressées aux pierres et à l'éthique. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter le programme de ces 2 heures. Je vais vous parler de ce que c'est la lithothérapie, pourquoi ça fonctionne ou pas. Comment choisir les pierres? Comment être en autonomie là-dessus et ne pas forcément être en attente que quelqu'un vous désigne la pierre pour vous-même? Comment les utiliser, ces pierres? Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a adopté une? Comment entretenir également vos pierres? La lithothérapie, c'est un terme extrêmement récent, hein. Il date du XXe siècle. Certains auteurs et autrices qui vont jusqu'à pousser à la préhistoire, mais là on a un peu moins de preuves, donc je m'arrête à l'Antiquité. En Égypte, les talismans étaient vraiment très très utilisés, notamment les scarabées, il y avait la couronne ankh, etc. Ces talismans étaient souvent sculptés dans la pierre. Donc il y avait la lapis-lazuli, la cornaline, qui était vraiment très utilisée, l'agate. Et tout ça à chaque fois pour protéger le corps et l'esprit. Il y avait toujours ce duo finalement qui était vraiment important. Alors au cœur de Mahad Vitae, je suis la fondatrice de la boutique. Et du coup, je m'occupe un peu de tout, puisque je suis toute seule, de la sélection des pierres, par rapport à leur éthique, aux pierres qui sont demandées aussi par les personnes qui viennent jusqu'à moi. Après, il y a le soin des pierres et puis leur mise en valeur. Et je vous ai mis effectivement ici Hippocrate, qui est quand même le père de la médecine et qui utilisait des pierres naturelles de manière curative. Et ce ne sera pas le seul, on va le voir dans l'histoire des pierres. Quelques siècles plus tard, il y a des médecins qui vont renouer avec cette habitude vraiment et vont réinclure les pierres dans leur cursus. Donc forcément, chaque culture a utilisé les pierres qui se trouvaient à sa portée. On va faire un saut de géant quand même, puisqu'on est arrivé au Moyen-Âge. Hildegard de Bingen, c'était une abbesse allemande. Elle est considérée aujourd'hui vraiment comme la première naturopathe, en fait, en tout cas dans le monde occidental. Ce sont les indications d'Hildegard de Bingen par rapport aux pierres, à leur vertu. Tranquillement sur le vrai siècle des Lumières, mais en tous les cas, vous avez des médecins à cette époque-là qui vont commencer à se réintéresser scientifiquement, j'ai envie de dire, aux pierres. Et donc il va y avoir le médecin Anselm Boès de Both, qui est le médecin de l'empereur Rodolphe II, qui va publier un livre qui s'appelle Le Parfait Joaillier ou l'Histoire des pierres. Et donc dans ce livre, c'est un gros livre qui fait 700-800 pages, pour savoir laquelle utiliser, pour quel bijou, etc. Donc voilà pour cette période historique. Comme ça peut souvent arriver, on se retourne à un moment donné et puis on se dit que les choses étaient déjà là. Donc il est vrai que déjà toute petite, j'étais attirée par les pierres, sans savoir ce qu'elles apportaient vraiment. Et c'est finalement quand j'ai commencé à pouvoir donner des soins énergétiques que j'ai ressenti un fort besoin de travailler avec les pierres naturelles, et pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne. Et donc je me suis mis en chemin pour pouvoir trouver celle qui me correspondait. On va passer à la partie pourquoi cela fonctionne ou pas. On va vraiment plonger aussi dans l'énergétique. Mais je tiens à vous dire que ce que je vais vous transmettre là, ça reste ma vérité. Pourquoi ça fonctionnerait cette histoire? Et pourquoi ça ne fonctionnerait pas d'ailleurs? Ça m'arrive souvent quand je fais des marchés, etc. Il y a toujours au moins une personne qui s'installe devant mon stand et qui me dit « De toute façon, ça marche pas. C'est un effet placebo. » Et là, ma réponse est toute faite. Oui, peut-être, mais si ça marche. Moi, je dis si ça fonctionne et ça fait du bien à la personne, est-ce que c'est pas là le principal? C'est comme quand on peut aller sur un lieu sacré où on peut sentir des choses, on se sent bien, etc. Mais on n'est pas forcément dans la croyance. Je pense à une église par exemple, voilà, on n'est pas forcément catholique pour pouvoir entrer dans une église et ressentir des choses. Dans le monde tel que je le vois, tout est vibratoire. Tout.
de cette pièce, vous-même, la pierre que je tiens dans la main, la végétation qui est autour de nous, tout va vibrer. On va rencontrer des personnes, on va se sentir à l'aise ou pas. Et c'est pareil, ça va être une question de vibration. Quand je fais des ateliers de pierre ou déjà de protection, pour apprendre à se protéger énergétiquement, c'est ce que je transmets. C'est justement d'être protégé. C'est pas se couper du monde quand on dit se protéger, mais juste voilà, là par exemple, je porte elle est cachée, je porte une labradorite qui est une pierre de protection, c'est la pierre des guérisseurs et guérisseuses, c'est son petit surnom, et du coup je sais que c'est ok. Bon après il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place, il n'y a pas que les pierres comme ici pour se protéger, on peut se créer une bulle de protection, on peut faire plein de choses. J'ai choisi des pierres issues de mines équitables et raisonnées parce qu'il me semble important de pouvoir respecter cette chaîne finalement qui nous a permis d'obtenir ces trésors de la Terre et que tout est vibratoire. Donc pour moi effectivement s'il y a eu du mal-être autour de la pierre, eh bien ça va arriver jusqu'à nous et a priori on utilise les pierres pour avoir plutôt du bien-être. Donc ça me paraît important. Et puis ça permet de participer un tant soit peu à l'économie équitable. Tout le monde porte du magnétisme. Tout le monde. Je montre les mains particulièrement, mais il peut y aller d'ailleurs, mais bon, symboliquement c'est les mains. Et donc tout le monde, à mon sens, pourrait apporter du bien. Le premier soin énergétique au monde, c'est le câlin. Prenez les gens dans les bras, et là, la personne... Et oui, si vous n'êtes pas protégé énergétiquement par rapport à votre aura, vous allez absorber. Ça peut agir sur le physique, sur l'émotionnel, sur le mental et le spirituel. Autour de notre corps physique, on a d'autres corps en fait, notamment le corps éthérique qui est souvent celui qui est en contact avec l'énergétique, etc. Il peut y avoir ce qu'on appelle des fissures avec des fuites énergétiques, notamment les fatigues chroniques, ce genre de choses, ça peut être lié à ça. Et puis il y a aussi, on en a déjà un petit peu parlé effectivement, la forme de la pierre. Est-ce que je la prends roulée? Est-ce que je la prends roulée? Est-ce que je la veux tailler? Mais ça peut être aussi un truc très pratico-pratique, c'est-à-dire moi les bagues j'en veux pas, ou je préfère porter ça dans mon soutien-gorge ou dans ma poche. Ça va dépendre si c'est une pierre qui est utilisée pour méditer aussi, ou si c'est une pierre dont vous avez besoin quand il y a des crises d'angoisse et tout, c'est bien de pouvoir avoir une pierre qu'on peut tenir vraiment dans la main au-delà de l'avoir dans sa poche par exemple. Je pense que ce qui est le plus important, c'est d'avoir un minimum de base, mais en gardant en tête que l'approche doit rester simple. Il n'y a pas besoin de faire une grande école en lithothérapie pour les utiliser. Ce qui est important, c'est de se faire confiance, d'écouter son intuition, et puis de se renseigner et de connaître les pratiques sécures pour utiliser les pierres sans conséquences négatives. Donc ce que je vous propose maintenant, ça va être de choisir une pierre. Je vous ai fait une petite sélection ici, de fermer les yeux et puis d'aller vers la pierre qui va vous appeler. Quand on va choisir une pierre, on peut lire toutes les vertus, on peut demander quel conseil, on peut se dire ouais mais moi j'ai ça, alors il me faut ça. Ouais mais peut-être que le symptôme que vous avez finalement, il vient chercher autre chose de plus profond et que d'un point de vue vibratoire, comme tout le monde communique ensemble, vous avez besoin d'autre chose. Je vais vous inviter à prendre une inspiration. S'il y a d'autres personnes qui veulent s'approcher en même temps, on peut le faire aussi comme ça. Grande inspiration, fermant les yeux, expirez. Pensez à vous et peut-être à une problématique. Et allez vers la pierre qui vous appelle. Ok, super. Ce que je vais vous demander, c'est de vous concentrer sur ce que vous ressentez en tenant la pierre dans vos mains. Ça détend. Oui, moi je suis assez interloquée parce que je ne connais pas du tout cette pierre. C'est la Shiva-Liga dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais vous montrer celle-ci. C'est la pierre qui est trouvée dans les rivières sacrées du Tibet et d'Inde et qui est roulée naturellement en fait, dans la rivière. Une pierre d'équilibre, du yin et du yang. On parle de Shiva. J'ai senti beaucoup de douceur.
Et la holite, c'est une pierre qui vient apaiser la colère. Il y a des expériences marquantes au cours de consultations, que ce soit en lithothérapie ou en soins énergétiques, où je suis amenée à poser les pierres sur, en général, les chakras de la personne qui vient me consulter. Et la personne a l'impression que la pierre est immense et a même l'impression de sentir un poids extrêmement lourd de plusieurs kilos quand même, alors que la pierre est toute petite. La pierre de la dame, c'est celle-ci, c'est l'obsidienne flocon de neige. Il y a deux éléments géologiques qui ont fusionné en fait entre eux pour créer cette pierre. Blanche et noire, on est vraiment sur un équilibre, un peu comme la Shiva Lingam, sur l'équilibre des énergies. Vous pouvez communiquer avec elle dans votre fort intérieur, vous n'êtes pas obligé de verbaliser. Des fois c'est intéressant de le faire parce que c'est important de s'entendre, mais vous pouvez très bien prendre la pierre et dire écoute, protège-moi aujourd'hui, tout simplement, ou apaise ma douleur. Pour utiliser les pierres, ce qui est important c'est de les purifier et ensuite de les recharger. Ce sont des êtres vivants, donc en fait il faut qu'elle prenne sa douche, qu'elle dorme et puis qu'elle se recharge en énergie. Pour purifier la pierre, et notamment dès que vous l'achetez, si en fait, soit la personne qui vous la vend vous la purifie et c'est bon, vous pouvez partir avec votre pierre et l'utiliser tout de suite, soit vous le faites vous. Il y a plusieurs manières. Il y a l'eau qui est souvent utilisée pour purifier les pierres. La sauge ou le Palo Santo, alors avec une petit bémol sur le Palo Santo parce que malheureusement c'est très à la mode, donc il y a la déforestation derrière. Moi, j'aime bien la simplicité. Il y a des outils qui purifient et qui rechargent. Et moi, mes grands amis, c'est la nature aussi, à part là. C'est ça, merci. Coquille Saint-Jacques, l'ormeau, et vous avez la fleur de vie. Je vous montre les trois en même temps parce qu'en fait, ils purifient et ils rechargent. Souvent, on va associer le cristal de roche, le tout blanc, le quartz blanc, avec d'autres pierres parce que, au-delà de ses propres vertus, l'associer à une autre pierre, c'est booster les vertus des autres pierres.